Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui, c'est les vraies voix du lundi. Elles sont sobres, mais c'était il y a quelques instants. Là, vous parlez de qui sobre? Je parlais pas de vous, Philippe David, bien entendu. Non, mais je parle des vraies voix. Vous êtes un peu des vraies voix, mais vous êtes d'abord co-animateur. Oui. Voilà. Et pas sobre du tout. Non, je parle en termes de plaisir de la chair, de bien manger. Oui, c'est ça. C'est H-E-R-E, parce que Philippe Bilger a les yeux qui frétillent là. Non, on sait que la chair vous intéresse sur les deux plans. Oui. Parce que j'allais dire, c'est pas ce type de chair. Non, peu importe. En tout cas, autour de cette table, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger et Loïc Guérin, qui sera aujourd'hui contre tout le monde. Et ça, c'est pas facile. Vous savez. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et on commence par Philippe David. C'est pas l'argent qui doit motiver les politiques, Philippe. Absolument. Alors c'est Michael O'Leary. Alors c'est un patron très médiatique, c'est le patron de Ryanair, donc la compagnie aérienne low cost irlandaise, qui a dit: je pense qu'il est nécessaire de mieux rémunérer nos politiciens, même si c'est un pari risqué politiquement. Et il dit: si vous êtes Premier ministre ou ministre, vous devriez gagner 1 million de livres sterling par an, parce que c'est comme ça qu'on aurait les meilleurs pour faire de la politique. Alors, il s'est inspiré des salaires à Singapour, parce qu'à Singapour, les salaires des élus sont en fonction des 1000 personnes les mieux payées je vais appeler ça du micro-État en fait. Ainsi, le Premier ministre de Singapour, il touche près de 1,5 million d'euros, ce qui est quand même énorme. Un ministre, 700 000 euros, un député, 128 000 et un maire, plus de 400 000. Alors, moi, je pense qu'il se trompe. Parce que, alors, je suis très ringard, mais pour moi, la politique, la politique, c'est un sacerdoce. On rentre en politique comme on rentre un peu dans les ordres. Alors, c'est pas monacal, on va pas s'enfermer dans un monastère jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est quelque chose qu'on va pas faire pour l'argent, on va le faire pour l'intérêt général. Et moi, je pense, pour faire un parallèle, je pense à ces gars qui font Saint-Cyr, qui finissent officiers supérieurs, pour les meilleurs officiers généraux, et en fait, ils y vont pas pour la paye, parce qu'il y a des choses qui payent beaucoup mieux que l'armée, mais ils y vont pour la patrie, pour l'honneur, pour l'engagement. Et je pense que ramener la politique à l'argent, ça me paraît pas une bonne chose. Vous avez une vision idéale, mais totalement inadaptée au monde d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça n'est plus du tout une vocation ni un service, je dirais, perçu comme une sorte d'offrande qu'on offrirait à un peuple. C'est quelque chose qui... Au contraire, il a raison, cet homme, O'Leary, de dire que plus on a de responsabilités, plus on doit être payé. Et l'argent sera l'un des moyens fondamentaux pour persuader les personnalités politiques qu'elles ont à exercer leur activité avec morale et intégrité. Alors, il y aura peut-être d'autres processus de dérivation, mais l'argent est un moyen infaillible pour permettre aux meilleurs d'exercer cela. Loïc Guérin. Alors effectivement, moi pour 3 raisons, j'en ai au moins 3 en tête en tout cas. Si vous voulez des gens de qualité, il faut les payer. Comme disait un expert au procès Outreau, alors au risque d'être politiquement peu correct, puisque quand on a des expertises de femmes de ménage, payées comme une femme de ménage, on a des expertises de femmes de ménage. Oui, absolument. Donc quand on paye un politicien pas grand-chose, on n'a pas grand-chose. 2, ne pas payer un politicien ou quelqu'un qui s'engage en politique, c'est aussi prendre le risque de n'avoir qu'une certaine catégorie socio-économique. Et on avait ça sous la Troisième République. On avait des avocats, des notables qui avaient beaucoup d'argent parce que leur famille était suffisamment aisée pour leur permettre de prendre le risque de ne rien gagner en faisant de la politique. C'était pour le prestige. Vous condamnez déjà toutes les classes plus pauvres, plus modestes, ou les gens qui n'ont pas des revenus suffisants, qui n'iront pas en politique parce qu'évidemment, ils y perdront beaucoup trop, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est dommage, parce que cette ressource-là est importante, humaine. Et puis enfin, vous avez un risque de corruption, de tentation. À partir du moment où un politicien est bien payé, que vous exigez beaucoup de lui en termes d'intégrité, de manque, d'absence de collusion ou de corruption possible, il est plus facile de l'imposer quand vous avez des gens bien payés. Alors, moi, je vous arrête. Pour les maires, je serais d'accord qu'ils soient plus payés. Mais pour les parlementaires, qui sont à 7 000 euros par mois quand même, sachant que nous sommes dans un pays où le salaire médian est aux alentours de 1 900 euros. Avoir un salaire qui est 3,5 fois pratiquement au-dessus du salaire médian, je pense qu'à 7 000 balles par mois, enfin plus les avantages parce qu'il y a les frais, etc., on n'a quand même pas le droit de se plaindre. Et je pense que c'est suffisamment bien payé par rapport à l'échelle réelle des salaires en France. Moi, les salaires que demande Michael O'Leary, 1 million pour un ministre, bon, alors c'est 1 million de dollars, donc ça fait 867 000 euros par an, je crois. 1 million de livres, pardon. Moi, je trouve que c'est délirant. 1 million pour être ministre,
Ça me paraît fou. Mais non, parce qu'en réalité, ça paraît, il ne faut pas se plaindre. Vous avez raison, les politiques qui se plaignent de leur salaire sont déconnectés du sentiment populaire. Mais il est évident qu'il faut mesurer à sa juste valeur, compte tenu précisément de la démobilisation civique, ce que représente le fait de diriger un État et d'administrer un pays. Allez Philippe, vous ne les avez pas convaincus. À vous Philippe Bilger de convaincre les autres. Vous en avez assez des cellules de soutien psychologique sur l'ensemble des événements tragiques qu'on a traversés ces derniers mois. En effet, ma chère Cécile, et si je peux faire référence à notre remarquable directeur général, Patrick Roger, qui a demandé, mais est-ce que c'est relié à l'actualité? Vous avez totalement raison de préciser que tous les jours, en réalité, on a des crimes, on a des tragédies, on a des dysfonctionnements et des incivilités. On a toutes sortes de moments tragiques ou incommodants qui systématiquement, je dirais, à peine la tragédie s'est formée, il faut former une cellule de soutien psychologique, non seulement à l'égard de ceux qui sont directement touchés par la tragédie, ce que je pourrais à la grande rigueur comprendre, mais pour l'ensemble de l'univers qui a été témoin de cette tragédie, de ce crime, de cette agression scolaire, et c'est hallucinant. J'ai presque l'impression que la cellule de soutien psychologique est créée de rechef pour pallier l'incapacité et l'impuissance qu'on aura pour réprimer les transgressions qu'on prétend consoler. Non, c'est une dérive psychologique qui est, j'allais dire, tout à fait indécente. Loïc Guérin. Je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ça. Je devrais m'y opposer beaucoup plus, mais c'est pas grave. Mais je vais plutôt d'accord. J'ai une nuance. C'est ce qui m'exaspère plus que tout, parce qu'à la limite, la cellule psychologique, si elle sert aux victimes directes, pourquoi pas, mais j'ai le même sentiment que c'est un peu un pis-aller. Mais ce qui m'exaspère le plus, c'est ces marches blanches. Marche blanche sur marche blanche, qui ne servent pas à grand chose, parce qu'évidemment les victimes, peut-être pour les victimes, ça leur permet peut-être, c'est à elles de décider. Donc évidemment, pas question ici de les interdire, il est hors de question de le faire. Mais c'est un peu exaspérant parce qu'on a un peu l'impression d'une démonstration d'impuissance plus qu'une démonstration de solidarité. Alors moi je crois qu'il y a une chose importante, il y a quelques années sur Sud Radio, j'avais reçu une femme qui présente un protocole pour les victimes d'attentats qui est extraordinaire. C'est un protocole israélien qui s'appelle 6C, d'accord ? C'est-à-dire que et là, c'est vraiment un soutien psychologique, c'est-à-dire que vous êtes sur les lieux de l'attentat, on s'occupe de vous et vous devez directement porter secours. Enfin, on avait fait une émission là-dessus, c'était passionnant et c'était impressionnant. Moi, je crois que c'est très important d'apporter un secours psychologique aux victimes et ce, le plus tôt possible. Parce que j'imagine, on a tous vécu des moments de sidération dans notre vie. Quand on assiste à un accident de la route en direct, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, quand on a été soi-même victime d'un accident de la route grave, c'est un moment de sidération. Et le problème, c'est qu'il faut, je crois, apporter un soutien le plus fort, le plus rapide et le plus efficace possible pour essayer d'évacuer. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu un accident très grave quand j'avais 11 ans dans des circonstances. La mer de nuages entre le col d'Aubisque et du Soulor, voyait que mes parents, je conduisais pas à 11 ans, on a fait 70 mètres de tonneau dans le ravin. J'ai jamais eu de soutien psy. Aujourd'hui, je suis en montagne, il y a des nuages, je ne peux même pas mettre le contact de la voiture. Et je me dis que si j'avais eu un suivi psychologique, mais je vous jure, je préfère aller passer la nuit à l'hôtel, j'en suis mais incapable, je suis tétanisé. Et donc je pense que si on m'avait apporté un soutien psychologique, je sais pas, à l'époque... Oui. Je pense que Philippe, c'est plus large en fait, c'est beaucoup plus large. Et c'est ce que dit Loïc. Je ne suis pas fondamentalement hostile au soutien psychologique pour une victime, même si je préfère en général dans notre vie que laisser les gens gérer eux-mêmes leurs problèmes. Mais en fait, on tire le rideau pour cacher quelque chose. Très bien, Cécile, c'est pour tous les gens, même les gens qui ont vu le problème, qui ont constaté la tragédie, qui ont été des témoins, immédiatement, on les insère dans ce processus qui, en réalité, les infantilise clairement. Qu'est-ce que c'est que ce soutien psychologique dont on a besoin lorsqu'on n'a pas été directement victime de la tragédie? C'est absurde. Ça fait penser un peu à de la calinothérapie, parce qu'on peut pas faire mieux, quoi. Ouais, mais non, mais c'est pas la même chose. Alors, en revanche, pour revenir sur ce que disait Loïc, je mets pas du tout sur un même pied, mais je pense qu'on est d'accord. Les
marches blanches qui sont le summum du bisounoursisme, et à mon avis, et le soutien psychologique qui s'impose, à mon avis, pour les victimes. Parce que, très Après, franchement... ça fait peut-être du bien aussi à la famille de sentir qu'on est, entouré, mais est-ce que si, soyons clairs, si ils ne le faisaient pas, est-ce qu'on ne leur reprocherait pas? Voilà. Voilà. Mais malheureusement, Cécile, il y a des phénomènes qu'on accepterait une fois. Mais lorsque ça devient une sorte de réflexe, de consolation systématique, et je dirais de palliatif à une véritable action. Parce que ce qu'il faut, c'est retrouver les gens qui ont commis le pire, beaucoup plus que de consoler ceux qui n'en ont pas été les victimes directes. Alors, je ne sais pas si vous avez été convaincu. Moi, j'ai quand même des divergences, mais c'est normal. Oui, mais vous êtes payé pour ça. Ah oui, vous êtes payé, c'est vrai. Ah, ça y est, c'est nouveau ça. Allez, vous restez avec nous. On va revenir sur Roland Courbis, qui est décédé ce lundi. Alors, bien entendu, il y a énormément d'hommages un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et pour nous aussi, c'était important, en tout cas, de lui rendre hommage. Bruno Godard sera avec nous dans un instant, journaliste indépendant et spécialiste du football. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Les vraies voix sur Sud Radio.